Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel apéro auto et qui est plutôt apéro sport auto. Alors, comme l'actualité reprend un peu de ce côté-là, on a décidé de se retrouver. Donc, on va parler F1 parce que c'est le Grand Prix, le premier Grand Prix de reprise à Bahreïn dimanche. Et puis, on va reparler aussi un petit peu de l'affaire Loeb et Lena comme il y a en plus des nouvelles infos du jour dans les dernières nouvelles d'Alsace, on va en parler. Donc, avec moi, tous ensemble, Nicolas Laperruque, l'excellent Nicolas Laperruque, et Bonjour. Michael, je ne donne même plus son nom, tellement il est connu, du blog Salut. moteur, et qui est plutôt de notre côté un peu l'expert F1. Donc, mon Michael, par rapport à ça, on va démarrer sur les essais un petit peu qui se sont passés là de fin d'intersaison. Qu'est-ce que tu en as ressenti par rapport à ça et du coup un peu ce que tu en as analysé des forces et des faiblesses des des écuries de 2021? Oh, ben, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, effectivement. Les essais hivernaux, alors c'est toujours pareil, hein. Est-ce que c'est du spectacle? Est-ce qu'il y a du grand bluff et autres? On sait que Mercedes adore jouer justement au chat et la souris avec les autres concurrents, hein. À savoir qu'ils ne font jamais des performances complètement folles durant les essais, et puis arrivent les premières qualifs, et boum, ils font P1, P2 et ils signent la victoire. Du coup, il y a toujours deux poids, deux mesures au niveau de ces essais. Ce qu'on peut dire là, c'est qu'effectivement, les essais hivernaux ont été extrêmement restreints, notamment du fait qu'ils sont déjà sur place, ils sont déjà à Bahreïn, en fait, tout simplement. Et parce que d'habitude, les essais hivernaux se passent plutôt à Barcelone. Le circuit n'est pas le même, les températures ne sont pas les mêmes, l'usure des pneus n'est pas la même. Du coup, est-ce qu'on a réellement une vision de ce qui va se passer lors du premier Grand Prix? C'est à voir. Pour le coup, c'est quand même une Mercedes qui a réalisé le meilleur temps actuellement. C'était Bottas qui a fait le meilleur temps. Par contre, le P2, eh ben, c'est Gasly avec l'AlphaTauri. Alors, est-ce que ça veut dire que la nouvelle AlphaTauri est plus performante que l'année dernière? À voir. À voir à ce niveau-là. Après, il y a quoi? Il y a il y a une nouvelle écurie, on va dire, rebadgée, hein, avec Aston Martin, hein, donc anciennement. Euh, pardon, j'ai oublié le nom de Racing Point. Racing Point. Voilà, merci Nico. Mais bon, on peut pas t'en vouloir parce que c'est quand même une écurie qui a changé de nom depuis Jordan. Oui, Il y a oui, eu oui, un nombre Midland, de il y a fois, eu exactement. Un nombre de fois Spiker, il y a eu incalculable. Force India. Bon, C'est ça. Donc du coup, on et arrive à s'y perdre. Racing Point, bon, qui a eu aussi quand même pas mal de déboires l'année dernière avec le scandale ou les rumeurs de Mercedes bis. Cette année, elle est logotée Aston Martin, elle est toute verte, elle est plus rose. Il y Et a puis quand surtout, même. c'est pas du tout contraire. C'est bien ce que tu dis, c'est que c'est plus du tout une Mercedes. Et moi, je suis un peu dur, ça se voit un peu dans les résultats, hein. C'est-à-dire que, en tout cas, de ce qu'on a vu sur les préliminaires, c'est pas la grande fête en termes de performance. La voiture est une vraie Aston Martin Racing, mais du coup, c'est plus une Mercedes, mais on le voit dans les chiffres des temps autour, hein. Alors voilà, on verra bien, hein. Stroll a quand même signé le troisième temps des essais. Vettel, quant à lui, n'a pas brillé particulièrement, hein. Il est loin, il est très très loin même d'ailleurs sur la grille. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil. Est-ce qu'eux aussi ils veulent un petit peu noyer le poisson? On verra bien. Il y a Et une puis, équipe. bon, tu le disais tout à l'heure, mais il y avait quand même des conditions là, pendant les essais d'intersaison, on va dire, enfin, même si c'est 3 jours. Des conditions qui étaient un peu particulières, c'est-à-dire que tu avais énormément de sable sur la piste, tu avais d'énormes rafales de vent. Bon, Exactement. déjà en temps normal, je pense que c'est pas très représentatif, Mhm. mais là, je pense que c'était encore moins représentatif. Donc c'est compliqué de se C'est faire ça. une idée. Ouais. Pour le coup, les cinq premiers des essais font tous partie d'une équipe différente. On a Bottas chez Mercedes, Gasly chez AlphaTauri, on a Stroll chez Aston Martin, Norris sur McLaren et Giovinazzi chez Alfa Romeo. Leclerc, après, c'est Ferrari. On a Latifi Williams, on a Perez en Red Bull. Donc juste là, à chaque fois, on a une écurie différente.
La première Alpine, c'est Alonso. Esteban Ocon n'étant pas dans le top, dans aucun top d'ailleurs. Il n'a pas brillé durant ses essais. Mais à voir ce que ça donne donc dimanche. D'ailleurs, pour la petite information, dimanche, le Grand Prix est quand même en clair sur Canal+. Et C'est oui. un cadeau quand même plutôt sympa qui est fait pour tout le monde. Donc, c'est cool ça. Ça, c'est une très bonne initiative de Canal+. D'autant plus qu'ils ont fait maintenant appel à Romain Grosjean en tant que consultant. Donc, on verra bien comment ça se passe. Bah, normalement, ça devrait tomber en panne, non? Non, je déconne. Peut-être. Ouais, non, c'est. Non, mais par contre, Canal+ fait pas mal d'efforts qui sont pas si cons que ça. Là, je viens de découvrir que Canal+ fait une offre étudiante pour 10 euros par mois. Et donc, je pense que c'est pas si con que ça. Bon, c'est foot et F1, mais pour faire revenir un peu les jeunes, pour qu'ils prennent les abonnements, pour regarder les trucs, parce qu'il y a quand même un peu de foot encore, et puis la Formule 1, c'est pas con, parce que 10 balles par mois, je dis pas dire que c'est pas cher, mais en tout cas, ça commence à être, en tout cas, envisageable, même quand t'as pas un gros budget, quoi. Ah, mais c'est clair. Alors, tu parlais tout à l'heure de Grosjean qui nous quittent. Du coup, je vais faire un petit point sur ceux qui arrivent et ceux qui partent. Hein. Ça peut être marrant. Donc, il y a Grosjean, effectivement, qui part en IndyCar, on l'a vu. Il y a Kevin Magnussen, qui est parti aussi. Il est parti Rimsa. Daniil D'ailleurs, Kvyat. il a brillé, il a brillé aux 12 heures de Sebring, hein, faut dire. Eh Quand oui, même. paraît-il. Exactement. On a Daniil Kvyat qui quitte AlphaTauri aussi. Pour l'instant, je crois qu'il est un peu à la retraite. Et Alex Albon. Alors, ceux qui ont regardé la série sur Netflix, Malheureusement, voilà. ils C'est l'ont fait. vu, connaissent le gars. Et Voilà. du coup, on a aussi 4 arrivants, c'est-à-dire que dont Mick Schumacher, le fils, qui arrive chez Haas. On lui souhaite bon courage. Il y a Mazepin aussi qui arrive chez Haas. Alors lui, c'est un Russe qui a déjà défrayé un peu la chronique malgré lui. Exactement. Et Dans le thème du moment, lui. ouais. C'est un autre sujet, mais ouais, on a déjà entendu parler de lui. Et il y a un gars qui est intéressant, c'est Yuki Tsunoda, qui arrive chez AlphaTauri, qui va être l'équipier de Gasly. Alors, on s'est un peu marré au début quand on a vu que ça allait être un coéquipier japonais. Néanmoins, je pense que ça va faire partie des petites surprises peut-être de cette saison. Je sais pas ce que tu en penses. Complètement, ouais, complètement. Et c'est vrai que, bon, au-delà du fait qu'il soit japonais, c'est vrai que c'est un personnage. Je crois que ça doit être l'homme le plus petit de tout le paddock, très sincèrement. C'est hallucinant. Il est assez impressionnant. Là, il y Mais avait une anecdote là d'ailleurs pendant les essais, je crois qu'ils ont été obligés de lui rallonger les pédales. oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, ils ont été obligés de rapprocher les pédales parce que Ouais. voilà, il avait un petit problème à ce niveau-là. Mais après, quand on regarde son parcours, il est loin d'être anecdotique. Donc, ça peut être une très bonne surprise. Et puis, on a bien vu que cet AlphaTauri avait tendance quand même à plutôt bien marcher. Donc, on va croiser Et les doigts pour par que cette contre, année, ça soit la même chose. Mickaël, moi, je regardais parce que j'ai pas les mêmes classements par rapport aux essais. Là. Tu me disais, comment, je vais y arriver, Stroll, il a pas fait, il est 18e temps, donc et Vettel 17. On ne doit pas avoir les mêmes trucs parce que. Non, non, moi je parlais des temps de la seconde journée. C'était, je crois, la journée où, si je dis pas de bêtises, c'est la journée où ils ont quasiment le plus tourné en fait. Euh, Ouais, parce que sur le global par rapport au temps brut, en oui, particulier justement le Tsunoda, il a fait le deuxième temps. Donc ça, c'est carrément très très bien en effet. oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai que je vous parlais des résultats du 13 mars. Moi, les résultats que je vous ai dit, c'était de la deuxième journée. Et effectivement, au global, on a Verstappen donc, qui a signé le meilleur temps. On a Tsunoda, effectivement, deuxième temps. Sainz chez Ferrari. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour les tifosi, Il n'y a dont pas je un fais mauvais partie. signe, ouais. Pardon. Voilà. Raikkonen donc chez Alpha. Là aussi, c'est quand même une très bonne surprise parce que, bon, on parle de temps sans les donner, mais par exemple, les temps de la deuxième journée, ils étaient tous aux alentours de 1:30. Et sur le global, ils sont descendus en dessous d'1:30. Donc, tous ceux qu'on vient de vous citer font déjà moins d'1:30 au tour. Donc, y compris Raikkonen avec l'Alfa Romeo, ce qui est plutôt intéressant à regarder. Hamilton, par exemple, a fait 1:30,025.
mais est-ce qu'il bluffe? Voilà. Alors, justement, alors, ça c'est un des sujets principaux, on va dire, mais apparemment la Mercedes aurait eu des problèmes de boîte, ça, si j'ai bien compris, Mm. et aurait un train arrière qui est un peu difficile à maintenir sur la piste. Elle avait l'air un peu nerveuse, comme j'ai vu deux, trois vidéos, effectivement, elle n'avait pas l'air évidente. Est-ce que c'est du bluff d'après toi? Est-ce que, parce qu'en fait, on est habitué, tu le disais tout à l'heure, C'est ça tous le les ans, problème, c'est Mercedes, si ça. tu les écoutes à cette époque-là, ils en chient, puis en fait, ils arrivent au premier Grand Prix, ils font J'avoue que pour j'arrive, ouais, victoire. j'avoue que j'arrive vraiment pas à être impartial avec Mercedes, puisque c'est des bluffeurs, mais en permanence, quoi. Donc, on peut reconnaître les qualités extraordinaires de Toto Wolff qui gère l'équipe d'une main de fer. On va saluer la mémoire de Niki Loda, qui a aussi énormément participé à l'expansion et à ce que Mercedes est actuellement. Mais au-delà de ça, entre Hamilton, il y a ses adorateurs et ses détracteurs dont je fais partie, et le fait qu'effectivement, ils sont toujours en train de jouer le bluff. Enfin, je veux dire, ça va 2 minutes quand on regarde la F1 une fois tous les mois ou une fois tous les 6 mois. Et quand on regarde chaque Grand Prix, on se retrouve toujours face au même problème. Ah, on a des petits soucis de pneus. Ah, il faut faire refroidir les pneus. Ah, attention, la voiture, il ne faut pas passer sur les vibreurs. On a l'impression qu'en fait, ils mettent une bande et qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes problèmes et ils finissent toujours par gagner. Donc, personnellement, enfin, j'ai tendance à être très, très dur parce que finalement, ils arrivent toujours à gagner. L'année dernière, on a bien vu, bah, d'ailleurs, c'est un épisode dans Drive to Survive, la série Netflix, où quand ils sont arrivés en Autriche avec leur volant amovible pour régler l'inclinaison des pneus de manière à pouvoir prendre les virages au mieux et accélérer aussi la température de chauffe des pneus. Ils ont toujours ils ont toujours une petite longueur d'avance et ils sont toujours dans le règlement et ils finissent toujours par gagner. Alors, il y en a que ça fatigue, mais et d'autres qui sont contents, Alors qui sont fans. justement, est-ce que moi j'ai tendance à mettre une pièce, alors peut-être pas pour le championnat, j'en suis pas là, malheureusement, mais au moins pour le début de saison sur les voitures avec un moteur Honda, et en particulier bien sûr la Red Bull. Ils annoncent en fait un moteur beaucoup plus puissant, C'est vrai. apparemment qui serait aussi puissant que le Mercedes, mais de l'année dernière, donc à suivre. Voilà. Et on a aussi un mec comme Verstappen, qui est quand même, je pense, capable de gagner un championnat maintenant. Est-ce que tu penses qu'en début de saison, ça peut être une belle bagarre, au moins sur les premiers Grands Prix, peut-être, si Mercedes a effectivement quelques Oui. soucis à régler? Exactement, c'est toujours ce qui est beau avec les débuts de saison, c'est que il y a toujours cette incertitude qui plane entre les essais hivernaux, bien sûr, et entre les premiers résultats. Les équipes auxquelles se rôdent, il peut y avoir des problèmes de stratégie, il peut y avoir des problèmes au stand, il peut y avoir des problèmes de conception qui sont finalement, effectivement, améliorés durant la saison, mais ça peut toujours être une très grosse surprise. Et même si, pareil, Verstappen, c'est pas le pilote que j'ai tendance à sublimer, ça ferait du bien de voir un peu un podium un peu différent quand même, parce qu'on commence un petit peu à se lasser. Alors, c'est comme ça, hein, les victoires sont celles qu'elles sont. Mercedes n'a jamais triché, hein, en tout cas de ce que l'on sait, ils n'ont jamais triché. Mais c'est vrai qu'on commence un petit peu à se lasser, quoi. Et voir des nouvelles têtes, ça fait du bien. Et d'ailleurs, ce qui a rendu le championnat si attractif l'année dernière, c'est qu'on a eu des super surprises. La victoire de Gasly est une victoire complètement folle, inespérée. Alors en plus, en tant que Français, ben, on peut être que super content. Mais on a vu Il y avait la victoire de Perez il y a eu la aussi, victoire de ouais. Pérez, exactement, qui était complètement folle. Le fait que ben, Hamilton ait chopé le Covid et qu'il ait été remplacé par notre ami Russell, qui a montré Ah, le pauvre, qu'il ouais, faisait ouais. exactement comme lui. Et là aussi, c'est pareil, les adorateurs et les détracteurs commenteront, mais c'est pareil. Mercedes, comme par hasard, fait des erreurs stratégiques quand c'est Russell qui est aux commandes. Bref, c'était palpitant parce qu'il s'est passé quand même pas mal de rebondissements. Et puis, ce qu'il faut ne pas oublier, alors c'est toujours pareil, c'est toujours très difficile d'avoir ces informations en live, mais c'est vraiment extrêmement bien
de, de regarder aussi ce qui se passe derrière la course, c'est-à-dire ce qui se passe dans les paddocks. Alors, il y a cette superbe série, on n'est pas du tout sponsorisé ce soir par Netflix, mais c'est vrai que la série Drive to Survive, si vous ne la connaissez pas et que vous êtes fan de sport automobile, au-delà de la F1, il faut la regarder. Et même, je vais te dire un truc, moi j'ai des potes qui sont absolument pas concernés ni par la bagnole, ni par la F1, et qui sont tombés. J'ai mon pote Michael, là, quand, lui, enfin, tu vois, il est pas du tout intéressé par la voiture. Il est tombé sur cette série-là, il s'est fait les 3 saisons, il a adoré. Tu vois. Donc, je pense qu'en plus, c'est quand même intelligent de leur part, de la part de Netflix, bien sûr, mais de la part de la F1 aussi, parce qu'en fait, je pense que ça va leur amener un autre public. Tu vois. Oui, alors il y a sur différents angles. Quand tu regardes la série, déjà il faut savoir qu'elle est produite par le réalisateur qui a fait le film Senna, qui est un film extraordinaire, donc pareil sur la F1, mais c'est quand même lui qui est aux commandes. Donc il a cette approche, il a cette passion qu'il arrive à faire communiquer. Il y a aussi une chose qui est purement symbolique, mais qui peut avoir aussi un intérêt, c'est l'aspect technique. Je crois qu'on est sur la meilleure qualité d'image et de son que peut fournir Netflix avec des films comme par exemple Six Underground. Pour les fans de bagnole aussi, il peut y avoir un petit attrait à le regarder. Et donc, on a une qualité d'image 4K en Dolby Vision qui donne mais une consistance et qui donne une ambiance encore plus importante à toutes les images que l'on voit, qui est complètement folle. Je suis d'accord avec toi sur les images. Moi, le seul bémol que j'ai sur cette série-là, puis on va peut-être passer à autre chose, mais Oui, oui, oui. je ne sais pas si tu le regardes en version française. Non, je regarde qu'en VO parce que Ouais, j'adore en la fait, voix des gens, quoi. effectivement, je te conseille de regarder plutôt en VO. Bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai regardé par fainéantise en version française et pour être aussi sûr de tout comprendre. Tu vois. Et franchement, les doublages en français sont assez catastrophiques. Quoi. Ils sont Et c'est dommage. catastrophiques, Quoi. ils manquent en intensité parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les gars ont un franc-parler. Et donc, du coup, il y a une certaine vulgarité qui n'est pas présente dans les doublages français. Et je rajouterais Ouais. juste une dernière parenthèse technique aussi à ce niveau-là, c'est que si vous êtes équipé, si vous avez la chance d'être équipé en ce qu'on appelle le son Dolby Atmos, qui a une sorte de son 3D environnemental, la série a été tournée comme ça. Et par conséquent, vous mettez du son, vous mettez en VO, et c'est bon, quoi, vous êtes sur la piste. Quoi. Et c'est vraiment, vraiment super plaisant. Alors, on a parlé des premiers. Moi, je voudrais qu'on parle des derniers pour une fois. Toi. D'après toi, ça sera qui la lanterne rouge? Ça sera Williams ou Haas? Je te laisse que deux choix, tu as remarqué? Oui, 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 je vois ça, ouais, ça. Écoute, je pense très sincèrement que malheureusement, bon, le départ de Claire Williams et son papa nous ont tous attristés. Enfin, le départ économique, hein, j'entends. Ils font plus partie de la team, hein, clairement. Donc, du coup, il y a des investissements derrière qui sont quand même assez importants. Ils ont quand même recruté, alors je suis désolé, je n'ai pas révisé le nom de la personne, mais ils ont recruté un ingénieur de malade mental, a priori, qui a fait quand même déjà pas mal, qui a déjà de très beaux succès derrière lui. Je suis désolé, j'ai complètement zappé son nom. Donc du coup, on aura peut-être une surprise niveau Williams. Par contre, Ils ont Geoff Capito aussi qui est au poste de PDG quand même. Oui, voilà. Qui était un ancien de chez Volkswagen. Ils ont recruté, ouais. Après, ils ont on recruté. pense que ça se fait pas ça en un jour non plus, donc ça va peut-être prendre du temps. Moi, je veux dire, franchement, l'écurie qui m'inquiète le plus, c'est As, toi. Tu voulais dire un truc pour toi, Non, c'est bon. Non, mais As, voilà. As, en fait, ce qu'il y a, c'est que ils ont deux nouveaux pilotes complets. C'est-à-dire que Mick Schumacher, il a un nom, c'est clair. Il a prouvé qu'il savait rouler, qu'il a quand même gagné un championnat de Formule 2 au passage. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je pense qu'il peut amener quelque chose à l'équipe. Il reste une vraie tare, malheureusement, pour le coup, c'est le moteur Ferrari. Le moteur Ferrari, on sait que c'est un des moins puissants parce qu'ils ont eu énormément de problèmes de vitesse de pointe. Donc, sur la Ferrari en elle-même, ils ont réussi, grâce au châssis, on va dire, combler, à faire le strict minimum au niveau résultat, si tant est qu'on peut dire qu'ils ont fait des résultats. Voilà, ils ont limité les dégâts.
Mais par contre, As, on a bien vu que malheureusement, avec un moteur qui était complètement asthmatique et un châssis qui n'était pas du ressort de celui de la Ferrari, ils sont descendus dans les bas-fonds du classement. Malheureusement, j'ai envie de dire, Romain Grosjean et Magnussen, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, voilà, quoi, ils n'ont jamais vraiment brillé quoi, par, par une, par, par une certaine régularité haute. Donc, je pense qu'ils ont bien fait de s'en séparer parce qu'il y avait déjà il y avait déjà trop une mauvaise ambiance à ce niveau-là. Prendre deux nouveaux pilotes, c'est un risque, mais ça peut amener une sorte de vent de fraîcheur et la folie que peut animer ces jeunes pilotes, ça peut être un plus, quoi. Mazepin ou Mazepin ou Mazepin, je ne sais pas comment on dit. Bon, j'ai un peu un doute. Lui, je pense qu'il va essayer de prouver sur la piste qu'il n'est pas le goujat qu'on a bien voulu, pour qui on a bien Oui, voulu le faire passer. Donc, il y a quelque chose à faire. On verra. Enfin, surtout sur As, ils ont quand même déclaré qu'ils ne mettaient pas un rond de développement. Donc, c'est clairement affiché que ça va être compliqué. Pas de développement pendant l'intersaison, pas de développement pendant l'année. C'est Complètement. alors qu'en effet, Complètement. bah, c'est pas tout à c'est fait. exactement ça, ouais. C'est exactement ce que tu vois, je voulais rajouter, mais c'est ça, tu mets le point sur. Déjà, les mecs annoncent, en gros, déjà, avant même le premier Grand Prix, que la voiture évoluera pas. Et en plus, ils vont avoir deux pilotes qui, fatalement, seront sûrement pas les deux Qui vont, meilleurs metteurs au point du. Ça va ouais, être et compliqué, quoi. qui vont devoir faire avec. Qui vont devoir faire avec. Maintenant, c'est ça le problème, c'est que normalement, c'est ça aussi qu'on a un peu oublié de dire, mais l'année 2021 n'est pas celle que l'on aurait dû avoir. Le Covid a encore décalé d'un an les nouvelles techno, parce que il y a un tout nouveau règlement, il y a des toutes nouvelles monoplaces qui arrivent en 2022 avec une technologie notamment extrêmement différente, qui devrait normalement, on croise toujours les doigts, mais rééquilibrer la sauce. Et pour l'instant, en fait, 2021, c'est juste une évolution de ce qu'on a vu en 2020. Donc voilà, c'est un petit peu comme si tout le développement de l'année 2020 se retrouvait sur 2021 avec, pour ceux qui ont un plus gros budget, un développement durant l'hiver. Mais clairement, c'est les mêmes voitures. C'est d'ailleurs pour ça que Honda avait signé son départ en 2022. Et au final, bon, Red Bull va pouvoir garder le moteur Honda plus tard en interne. Mais à la base, en 2022, Honda avait dit ciao parce qu'il il continuait pas la F1. Hein. Bon, pour des raisons politiques, vu qu'ils veulent se mettre qu'au vert, mais voilà. Donc, cette année, en termes de F1, de nouveautés de F1, hormis des évolutions spécifiques, on ne va pas avoir des nouveaux modèles, quoi. Voilà. En tout cas, Oui, et d'ailleurs, à propos de. Vas-y, François. ouais, pour compléter aussi, moi, je change un petit peu d'écurie parce qu'on parlait de Ocon aussi à un moment. Moi, ce qui m'impressionne un peu, c'est que enfin, j'ai le sentiment, alors que je considère que normalement, quand je vais y arriver, les retours des vieux n'ont jamais été des grandes réussites, hein, des champions qui reviennent après une longue absence en Formule 1. Bon, après, il y a une petite exception avec Niki Loda, mais sinon, dans l'ère moderne, ça n'a pas Oui. été des grandes réussites. Et là, Alonso revient, il est plutôt dans un bon rythme, mais quand même une grosse quiche, hein, parce qu'il met pas loin d'une seconde et demie à Ocon. Et par contre, je pense que ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué du côté de l'ami Esteban, hein, parce que Oui, en plus, le ouais, Alonso ouais. est quand même pas facile à gérer, et y compris dans l'écurie. J'ai peur un peu pour le Esteban qui nous refasse la même chose que ce qu'il a subi chez Red Bull. Ouais, mais très clairement, Esteban Ocon, malheureusement, enfin, même si Danny Ricciardo a une aura de mec super sympa, etc., c'était déjà une pointe par rapport à lui chez Renault. On a bien vu que la majorité des résultats ont été faits par Danny Ricciardo et non pas par Ocon. Et puis Et- Fernando visiblement il a déjà imposé sa patte technique et tout. Enfin, tu vois, le mec arrive avec des bagages. ouais, Moi, c'est je le normal, connais hein. pas personnellement, mais j'ai un pote qui a bossé avec lui chez Toyota sur le Dakar. Hein.
Mhm. Et il est parti avec Alonso une semaine dans le Dakar avant qu'il fasse son premier Dakar, tu vois. Et Oui. Alonso, il m'a dit, après, je pense qu'ils sont tous un peu comme ça, mais le mec, c'est un fou furieux, quoi. C'est-à-dire qu'au Dakar, il est revenu, c'est lui qui a demandé d'aller au milieu du désert pour apprendre la mécanique, tu vois. Mon pote, il m'a dit, j'ai jamais vu un mec s'intéresser autant. Pourtant, des pilotes de pointe, toi, ils en ont eu quelques-uns, toi. Donc, s'intéresser autant à la mécanique, à la bagnole, il demandait des conseils à tout le monde. Et je pense qu'il y a un mec comme ça qui revient en F1. Alors, même si je suis un peu comme François, je suis un peu sceptique sur le retour. Je me dis qu'en tout cas, le mec, il va imposer sa patte technique, tu vois, il va vite Ouais. être copain avec les ingénieurs. Ça peut être une très très bonne chose chez Alpine, effectivement. Et Alonso, il a un caractère trempé. D'ailleurs, déjà l'année dernière, il commençait à dire que Abitboul ne répondait déjà plus à ses SMS. Du coup, il avait déjà donné l'ambiance. Bon, il s'avère que Cyril Abitboul a été Oui. On lui Ne débarqué. envoie reçoit un plus de SMS. SMS. Voilà, voilà. Mais ceci étant dit, a priori, ouais, non, ça risque. J'espère qu'il fera des bons résultats parce que Alpine mérite quand même de bons résultats. Le moteur Renault, il est quand même plutôt sympa. On a vu que l'année dernière, sur la McLaren, il a quand même vraiment très bien marché. Euh, Ils avaient ce qu'ils appellent un peu la place du con. Ils étaient souvent quatrième, en fait, finalement. Tu vois, ils ont fait quelques Et, podiums, mais c'est vrai que ils méritent d'être un petit peu sur la haute marche, quoi, quand même. eh ben, Ouais. c'est bien. Est-ce qu'on continue est-ce que tu veux faire une Moi, je petite voulais mettre conclusion sur la F1 François? Moi, je voulais reparler, parce qu'on en a un petit peu parlé avant, sur les circuits, parce qu'en fait, il y a des départs, des arrivées. Alors, on va pas faire la liste détaillée, mais il y a deux, trois arrivées, des retours, parce qu'on reste globalement en Europe, mais il y a des trucs qu'on repart d'Europe, alors que l'année dernière, on était beaucoup en Europe. Par exemple, il y a le retour de Monaco, donc c'est quand même un beau truc. Il y a le retour de Monaco, il y a le retour aussi du Grand Prix de France que l'année dernière nous n'avions pas pu avoir. Il y a le retour d'Imola qu'on a eu l'année dernière en dernière limite, mais qui est finalement gardé au calendrier. On a aussi le Grand Prix d'Algarve, hein, qui se situe à Portimao, qui est généralement une épreuve de MotoGP qui reste au calendrier et qui est un circuit extrêmement technique. Et après, effectivement, alors il y a un calendrier qui s'étale jusqu'à la fin de l'année, La mais Hollande, ouais, aussi, ouais. voilà, il y a Zandvoort qui était Elles normalement ont de vente, le prévu. retour de Zandvoort, ouais. Ouais, Voilà, Zandvoort qui était prévu l'année dernière, notamment aussi avec le Grand Prix du Vietnam, mais qui avait été annulé tous les deux. Et ben Zandvoort est quand même présent sur le calendrier. Alors, le Vietnam, par contre, c'est mort, hein, mort et enterré, malheureusement pour eux. Mais oui, oui, il y a deux, trois circuits qu'il va falloir regarder. Il y a la Hongrie aussi, qui est à nouveau présente. Mais non, 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 franchement, il y a de très, très belles courses surtout, à venir. Surtout, je peux dire, je crois qu'il y a 23 courses de prévues, c'est du jamais vu. Oui, 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 c'est la première fois qu'il y a autant de courses en, en F1, je crois. Comme d'ailleurs en MotoGP, c'est une super saison, quoi. C'est une super et saison. surtout, moi, ce que je retiens, c'est que l'année dernière, pour moi, qui ne suivait plus du tout la F1, je l'ai re-regardé l'année dernière. Et j'ai trouvé que justement les circuits disparus, et Portimao est un bon exemple, et des trucs comme ça, qui ont mis un petit coup de frais sur le truc parce que c'était un peu plus compliqué, il y avait plus d'opportunités pour se doubler, etc. C'était un autre rythme, plutôt que les circuits faits par l'autre Glandouillou, là je me souviens jamais, l'autre quiche là, qui a fait designé tous les circuits. On revient sur des circuits. Un petit tackle, là, ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, Mais bon. c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, justement, avec Imola et puis le Mugello, qui sont des vieux circuits et qui ont demandé une approche technique aux pilotes qu'ils avaient quasiment oublié. Donc, du coup, ça fait plaisir de revoir. L'autodrome, donc le fameux circuit d'Imola, hein, qui s'appelle Enzo et Dino Ferrari, c'est un circuit d'une technicité folle, hein. Alors, bien sûr, il y a eu deux, trois modifications faites, notamment au Tamburello, hein, tristement célèbre virage où Senna a perdu la vie. Mais globalement, ça reste une véritable prouesse technique, ce circuit, hein. Tous les pilotes en sont red dingue, quoi. D'ailleurs, Grosjean l'avait dit l'année dernière, hein, il avait dit, mais si on pouvait avoir plus de circuits de ce style, ce serait top, quoi. Et Donc, donc, je à pense que ça voir. donne un petit coup de frais. Et si on continue comme ça, c'est bien. Alors, il y a des retours de circuits un peu à la con, je ne vais pas donner les noms, mais par contre, je trouve que c'est bien qu'ils Sochi? Oh, gardent c'est pas bien. ces circuits. Non, mais c'est bien qu'on garde ces circuits européens
un petit peu décalés, qui ont donné des belles courses, un peu à rebondissement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de circuits où quand c'était tout le temps les circuits designés par la même personne avec les trucs où c'était le petit train et où tu n'avais pas de difficulté technique, pas de changement de rythme, on se faisait chier. Hein. Moi, je le dis, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. C'était, Oui, bien sûr. on Non, non, faisait mais pas un Grand Prix à s'emmerder. il y a des circuits, tu regardes le circuit d'Azerbaïdjan ou tu regardes le Grand Prix de Sochi en Russie, bon, bah, c'est pas les circuits, en tout cas, en tant que spectateur, tu te fais plaisir, quoi. Voilà. C'est effectivement, ou même le circuit de Singapour. Le circuit de Singapour, oui, tu as des angles droits, etc. Alors peut-être qu'à conduire, ça requiert une technicité folle, mais à regarder, effectivement, c'est loin d'être palpitant. Ah bah tu somnoles, ouais. Mm. Un petit peu. Donc, bon, alors moi, moi, je vais pas faire de conclusion. Vous, chacun, on se dit un homme, une machine qui, pour vous, a un coup à jouer, un coup à faire pour l'année prochaine, pour conclure sur la F1. Vous mettrez des sous sur quoi? Bah, vas-y, Ouais. Alors, vas-y, Michael. personnel, alors je vais m'autoriser deux personnes. Je vais Allez. m'autoriser deux personnes. Le cœur voudrait Charles Leclerc avec la Ferrari. Mais malheureusement, je pense que c'est pas pour cette année. Par contre, je serais intime, je suis convaincu que Sébastien Vettel, avec l'Aston Martin, va semer la pagaille. Si l'Aston Martin a bluffé durant les essais hivernaux ou qu'ils avaient encore deux, trois trucs à faire, qu'on se retrouve avec les performances qu'ils sont arrivés à avoir en fin de saison, avec un Sébastien Vettel au volant, qui n'est pas un Pérez ni un Stroll, je pense qu'il peut semer le trouble au sein de l'équipe Mercedes. Donc, je croise les doigts pour qu'il fasse de très bons résultats. Nico? Eh ben, écoute, ouais, c'est intéressant. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire, effectivement. Parce que je suis assez sceptique sur Vettel, mais je pense que l'écurie fait que progresser depuis 2-3 ans. Donc, tu vois, ils sont plutôt sur une courbe ascendante, quoi. Donc, avec un mec comme ça peut peut-être faire quelque chose. Alors, moi, écoute, je mets une pièce sur les voitures avec un moteur Honda. Parce que j'ai parlé avec un ingénieur de chez Honda. Je sais pas, il m'a convaincu, tu vois. Non, je crois qu'ils veulent vraiment finir en beauté. Les Japonais ont pas, tu sais, ils aiment pas trop. Déjà quand ils étaient partis la dernière fois qu'ils avaient arrêté la F1 là, ça avait été un peu un traumatisme chez eux visiblement. Ils sont revenus, ils ont réannoncé leur départ. Ils en ont chié quand même pour arriver un peu à leur moteur là qu'ils ont actuellement. Et écoute, je mettrais, je vais en prendre deux aussi. Verstappen évidemment chez Red Bull. Mais je pense qu'il peut gagner quelques grands prix. Tu vois. Je pense pas qu'il sera champion, hein, on est d'accord. Mais écoute, alors c'est mon petit côté franchouillard, mais je pense que Gasly chez AlphaTauri va peut-être être la surprise du truc, quoi. Apparemment, ils ont une voiture qui est vachement équilibrée. Ils ont mis des jetons pour modifier la bagnole. Ils ont gardé leur train arrière qui était un peu apparemment leur point fort. Je pense qu'ils ont fait un bon mix des deux entre la Red Bull et leur propre châssis. On verra, mais en tout cas, je pense qu'il peut. Alors, il va peut-être pas gagner un Grand Prix, ça va peut-être être compliqué, mais je pense qu'il peut marquer des gros points. Donc, on verra. Eh ben moi, dans mon côté à moi, eh bien, j'en ai parlé. C'est mon petit côté franchouillard, on va dire. Et puis, j'aime bien la déco de l'Alpine, donc je vais dire une Alpine. Je te parle pour faire des coups parce que et puis parce qu'il y a des circuits où il y a des possibilités de faire des coups. Et moi, je vais parier donc sur Alonso et l'Alpine. Et puis parce que j'aime bien aussi, il y a Monaco. Et moi, je me dis qu'un Russell sur la Williams, parce que moi, je pense que la Williams a vraiment va et a beaucoup progressé. Et je me dis que s'il y a un petit Monaco sous la pluie, et avec un Russell, avec un peu de bol, avec une voiture qui marche un peu, qui pourrait faire péter un peu et faire un coup. Voilà, donc comme on a glissé sur chacun d'eux, ouais, je donne même les endroits. Ça va être une grosse cote, hein. Ça va être une grosse cote. Après, ça peut être le temps. Pour moi, je pense que surtout si on a parce qu'on n'a pas eu beaucoup cette année, mais si on a aussi un peu de pluie, ça peut quand même faire aussi des différences et avec des écarts. Oui. Voilà. Mais pour moi, je pense que les Williams ne vont pas être tant que ça dans les choux. Enfin voilà, moi je parie qu'elle remonte un peu à la fin du milieu plutôt que de se traîner avec les As qui, à mon avis, vont complètement être
dans les cahuètes. Moi, si j'avais à parier aussi quelque chose. Et comme on dit, J'en ai bien peur, ouais. Quand les as sont dans le Je cul, pense c'est aussi. l'anglais. Donc voilà. Bon, moi, je vais lancer Nico sur. Mickaël, tu voulais redire un petit quelque chose sur la F1? Une petite chose que tu Non, as en non, tête? je pense que voilà, moi je suis impatient de voir le début de saison dimanche et puis en espérant que qu'on ait de très bonnes surprises et que ce soit pas soporifique et qu'on n'ait pas Tout encore à fait. le show Hamilton qui commence très sincèrement, personnellement, à me gonfler. Voilà. Et puis, on verra aussi, moi, je finis sur ça. Pourquoi pas un Russell dans le baquet de Bottas, hein, Oui, 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 Logique, ouais. hein, en cours d'année. On ne sait pas. Bon, oui. alors, moi, il y a Nico qui nous a fort aimablement et intelligemment proposé d'élargir ce petit spécial sport sur une petite actualité, c'est-à-dire le divorce, et qui ne se passe pas en Angleterre, ou le mariage, parce qu'en général, c'est les familles royales où on parle des divorces et des mariages, et là, c'est le couple de rallymen les plus connus de France et de Navarre et d'Europe et du monde, peut-être, on peut même se dire ça. Ils sont nonuples champions du monde ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et puis, par réseaux sociaux interposés, on a appris que Seb et Danos, c'était fini. Et Nico, toi, qu'est-ce que tu en as un peu pensé? Qu'est-ce que tu en as vu et qu'est-ce qui te fait réagir sur le sujet? Alors, j'avais eu quelques échos du Dakar, parce que tu sais qu'on a quelques potes qui font le Dakar, donc les mecs qui parlent un peu, tu sais, le soir au bivouac. Et bon, clairement, ça a été une surprise quand même, mais j'avais déjà entendu un peu les premiers retours de l'Aube au Dakar. Il y avait plusieurs problèmes, mais la navigation faisait partie des 3-4 points à améliorer. Bon. Néanmoins, je pense qu'on a tous été surpris effectivement de l'annonce et peut-être même plutôt de la façon dont ça a été annoncé finalement, puisqu'en fait, personne Ouais. n'était au courant et on voit Danos qui réagit à chaud, on va dire, 1 heure ou 2 après, après avoir reçu un coup de fil de l'Aube. Et on sent qu'il n'est pas content, sûrement à juste titre, parce que je pense il a pas vu le coup venir, surtout après 23 ans. Et du coup, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait que la version finalement de Daniel Elena, et qui était tout à fait compréhensible et entendable, on va dire, celle d'un mec un peu déçu qui a l'impression qu'on lui fait porter le chapeau d'un échec qui était quand même un peu annoncé cette année, puisqu'en fait, il faut rappeler quand même que ProDrive est arrivé avec une voiture qui a été finie en gros début décembre, quoi, sur un Dakar où ils n'avaient jamais participé au Dakar. Alors, ProDrive, c'est une équipe qui a gagné beaucoup de choses et tout, surtout il y a 20 ans, j'ai envie de te dire. Mais bon, ils arrivaient, on se doutait bien que c'était avec de l'ambition, mais ils sont arrivés un peu avec un peu beaucoup d'ambition, on a trouvé, dans la mesure où les mecs arrivaient en disant si on peut jouer la victoire, on va y aller. Bon. Tout le monde savait qu'ils seraient, je pense, loin du compte. Résultat, bon, ils ont abandonné. Il y a comme Roma qui a fait des bons résultats, mais bon, voilà, c'était pas dans le coup. Et effectivement, on a ce Danos là qui réagit sur les réseaux sociaux et qui explique qu'il s'est fait virer un peu comme un malpropre. Aujourd'hui, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a eu la réponse. Entre deux, on avait eu la réponse de ProDrive, hein, bon, qui était assez prévisible, mais surtout, on attendait un peu la réaction finalement de Sébastien Loeb, qui était le principal intéressé. Et on apprend, enfin, si on l'apprend, ça confirme en tout cas, que contrairement à ce qui a été dit au départ, la décision vient sûrement un peu de ProDrive, mais vient aussi de Sébastien Loeb, qui valide complètement le choix de ProDrive en disant on a des points à améliorer, on a tout disséqué et on a perdu du temps en navigation, donc il faut que j'essaye autre chose. Donc finalement, c'est une décision qui est un peu, on va dire, pragmatique. Après, est-ce que ça va permettre à Loeb de gagner le Dakar? Personnellement, je ne le pense pas. Voilà. Et moi, je vais Ouais. compléter parce que j'ai vu donc l'interview dont on parle, elle est passée sur les dernières nouvelles d'Alsace, sur le Facebook des dernières nouvelles d'Alsace et repartagée par Loeb. Et moi, ce qui m'a fasciné, qui m'avait déjà fasciné quand il y avait eu un peu la discussion via Instagram entre Danos et Loeb sur le sujet, c'est les commentaires. C'est-à-dire que moi, je suis des groupes de fans de Loeb
Ah, mais il s'est fait démonter. Loeb est quand même était complètement Dieu sur terre, on est clair. Et là, quand on regarde les commentaires, il n'y a absolument pas d'insultes parce que c'est pas possible dans les groupes. Enfin, tu vois, les gens qui suivent Loeb, ils vont pas. Mais les commentaires sont extrêmes, sont très très durs parce qu'ils sont très froids. Je suis déçu. Oui, mais vas-y. Pourquoi tout simplement parce que, en fait, au bout de 23 ans, quand tu gagnes autant de titres, surtout quand on parle jamais des copilotes, toi. En rallye, c'est vraiment. Il y a même une époque où David Richards, d'ailleurs, qui est maintenant patron de ProDrive, avait fait supprimer le nom des copilotes sur la bagnole. Et c'est Danos qui a fait remettre, qui a réussi à. C'est Danos qui a milité pour faire remettre le nom des copilotes, d'ailleurs. Donc, il faut comprendre déjà, c'est que ces deux-là s'appréciaient pas depuis longtemps. Déjà, premièrement. Et surtout, en fait, Danos, c'est quand même un mec qui a une image aussi, qui a l'air super sympa et qui, je pense, est super sympa. Et du coup, les Français aiment bien aussi, les gens aiment bien des mecs sympas, tu vois, surtout quand ils gagnent, quoi. Et c'était Loeb et c'était Elena aussi, quoi. Donc, effectivement, c'est un peu. Voilà. C'est comme Stone et Stardent. Disons que oui, c'est sûr. Après, si on revient sur Terre, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une boîte, on est salarié, on a l'habitude de travailler pendant 23 ans avec son collègue. Et malheureusement, on apprend que la direction coupe et on est évincé. C'est pareil, on va dire ouais, mais attends, on a toujours fait un super binôme. Non, est-ce que ton collègue va dire bon, bah, si tu pars, je pars? Non, mais c'est pas, là, on n'est pas là-dessus, Mickaël. On est là-dessus pour la simple. Non, on n'est pas là-dessus. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Mickaël. Ouais. On n'est pas là-dessus parce que on est là-dessus dans le sens où on a commencé à jeter la pierre sur Sébastien Loeb en disant non, il doit partir avec lui, il doit suivre Daniel Elena, il peut pas rester du côté de ProDrive. Ça fait 23 ans qu'ils travaillent ensemble, ça fait 23 ans qu'ils gagnent. Moi, j'ai pas lu ça. Hein. Moi, j'ai lu. Les gens ont critiqué. Les gens ont critiqué la décision. Non, les gens ont critiqué quand tu regardes sur les groupes. La décision de Sébastien Loeb. Oui, mais pas du tout en disant qu'il aurait dû choisir autre chose. Ils ont critiqué sa décision de dire que la solution pour qu'il gagne Dakar, c'était de faire avec un autre copilote. Sauf que je ne sais pas si tu as vu. Je suis d'accord avec toi. Mais ça veut dire quoi? Il y a une deuxième interview de Elena quelques jours après sa vidéo là. Il y a une interview dans Les Grandes Gueules sur RMC, je crois. Au risque de me tromper, mais je crois que c'est ça. Où il appelle clairement Sébastien Loeb à quitter ProDrive et à aller dans une autre écurie avec lui. Oui, mais je pense que Loeb, il faut comprendre un truc, c'est qu'il est aussi engagé en Extrême I là, à partir de cette année. Exactement. Et c'est ProDrive qui gère aussi son écurie de. Exactement. Mais dans la vie de tous les jours, un salarié ami quitterait son poste ou se mettrait dans une situation impossible avec son patron pour suivre son collègue de boulot. Malheureusement, personne, quand tu as besoin de manger. Il n'y a pas une relation de patron. Aujourd'hui, Sébastien Loeb chez ProDrive, on n'est pas dans une relation d'un salarié où il y a une dépendance de cette. Il a un contrat à honorer avec ProDrive, que ce soit David Richards ou personne d'autre. Je te dis juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, Sébastien Loeb, il disait, je ne dis pas c'est ce qu'il fallait faire, je dis juste que ce n'est pas une relation de salarié, parce que Sébastien Loeb, il disait à ProDrive, c'est hors de question que il l'a déjà fait, c'est Citroën. Daniel reste, c'est pas sinon je pars, c'est point, c'est Daniel reste, punta. Il faut savoir que contractuellement, il fallait faire quoi? Il ne pouvait rien faire. Contractuellement, Daniel Elena, contractuellement, n'est pas lié à ProDrive. C'est-à-dire qu'en fait, les copilotes de rallye, et souvent encore plus au Dakar, si tu veux, c'est le pilote, en gros, qui paye son copilote. C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe qui est donnée, on va dire, au pilote, où il a son salaire et c'est lui qui paye son copilote. Donc, Daniel Elena n'est pas salarié ou n'est pas contractuellement lié, en fait, à ProDrive. Mais la décision, quand on regarde la vidéo, l'interview dans les dernières Noëls d'Alsace, clairement, on sent que la décision, elle est largement autant du côté de Loeb que du côté de ProDrive. Mais je pense que malheureusement, donc dans ce cas, effectivement,
contrairement à la première vidéo où Daniel Elena disait, Oui, il y a une différence. ne t'inquiète pas, on restera amis, etc. Je pense, enfin, je sais pas s'il a refait une vidéo depuis, mais si Sébastien Loeb a clairement pris position et a dit qu'il voulait tester autre chose, hormis qu'il lui ait dit lors de la première vidéo, ça m'étonnerait qu'effectivement l'amitié reste aussi dure que ce que Disons que Danos là, moi j'ai le disait, sentiment, il y a hein. un sentiment, ce qui est parce que c'est pas du factuel, on n'est pas entre les téléphones. C'est ce que disait Nico. On a un peu l'impression que Seb a pris cette décision-là dans son fort intérieur et c'est son choix, il n'y a rien à en dire. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un échange avec Daniel en lui disant c'est mon choix, je pense que c'est mieux machin, et de lui avoir. J'ai l'impression qu'il lui a un peu dit bah finalement en fait pour info, à partir de demain, j'ai un nouveau copilote. C'est Et ça. quand tu as 23 ans d'amitié et de relation, je pense que c'est ça qui a dû péter un peu à la gueule Évidemment, c'est d'Elena. clair. Mais c'est le côté humain, c'est Mais, logique. mais ça fait mal. Surtout, je Ça pense fait que mal. c'est un mec qui a l'air entier et sincère, tu vois. Donc, je pense que ça l'a forcément heurté. Alors après, la question, c'est de savoir est-ce que Loeb va gagner le Dakar avec un autre copilote. Et Et ben, avec ProDrive. et avec ProDrive, ouais. Alors ProDrive, moi, je suis assez convaincu qu'avec les moyens qu'ils ont et je pense que c'était un test un peu et qu'ils vont améliorer les choses et tout. Bon, ils peuvent, s'ils font toutes les manches de la saison, etc., et qu'ils apprennent un peu, ils vont finir par être bons, tu vois. Ils étaient pas mauvais non plus, tu vois. Il y a Roma qui a dû finir 5e, je crois. Mais tu vois, avant le départ, j'étais allé voir mon pote là, qui fait les buggy, là. Et, euh, et il y avait plusieurs mecs du Dakar qui étaient là. Enfin, c'était un peu les derniers préparatifs. Il y avait des pilotes de chez eux et d'ailleurs. Et on a eu une discussion à propos de Loeb et tout le monde était unanime sur le truc. Les mecs te disent Loeb ne gagnera jamais le Dakar tel qu'il s'y prend actuellement, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas venir une fois par an les bonnes années, arriver fin décembre et dire je vais gagner le Dakar. T'as des mecs en face comme Peter Hansel ou Sainz ou Alatia qui lui est carrément né dans le désert. Tu vois. Les mecs ont une connaissance du terrain. Enfin, tu vois, j'en parlais l'autre fois avec Martine, notre copine Martine, qui a fait quand même quelques Dakar. Mais tu vois, clairement, l'approche n'est pas la bonne, quoi. C'est soit tu fais toutes les manches du championnat, il y a d'autres rallyes, il n'y en a plus beaucoup malheureusement, mais il y en a quand même d'autres, ou bah, tu es aussi là pour apprendre, donc manger de l'expérience. Mais je veux dire, face à un Peter Hansel, l'Op sera toujours plus rapide, mais il finira toujours derrière, quoi. Et tu vois, on en avait un peu parlé avant le départ avec mon pote qui fait des billets. C'est pas avec des curés de pointe, toi. Ils ont du beau matériel, mais il visait une place dans les listes. Et lui, il m'a dit clairement, il me dit non mais t'inquiète pas, à l'arrivée on sera devant lui, quoi. Et ça a pas loupé, tu vois. Parce qu'il y a un moment donné, faut arriver avec une certaine humilité, je pense au Dakar. Faut arriver aussi avec une certaine préparation. Eux, ils n'étaient pas préparés, la voiture était neuve. Les mecs arrivent en disant, avant le départ, la semaine d'avant, en gros, Lop, il disait qu'il pouvait gagner le Dakar. Tu vois. Et il y a un manque de discernement, tu vois, je trouve, qui est assez inquiétant. Et une chose importante à préciser, c'est que Elena a, je ne sais plus où je l'ai lu ou entendu, mais c'est directement lui, a dit qu'il payait aussi sûrement son honnêteté et les En propos un parler. peu cash qu'il avait eu chez ProDrive, que ça soit avant et pendant, en disant qu'ils avaient mouliné un paquet de merde et qu'ils avaient des choses où ils n'écoutaient pas du tout, quand même aussi, Loeb et Elena, qui avaient fait déjà, et même Romain, hein, qui avaient fait déjà quand même quelques Dakar, et qu'eux arrivaient, c'était la découverte, et qui savaient. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce petit truc-là qui, à mon avis, comme je connais, j'aime bien les Anglais, mais je les connais aussi comme ils sont, je pense que ces ProDrive, ils ont apprécié moyennement que le Danos, en buvant ses Ricard, leur dise non mais les gars, de toute façon, là, vous vous y prenez comme des quiches, et préparer une pièce comme ça va pas fonctionner. Et donc, je pense qu'il a aussi eu, à mon avis, il s'est fait des amis sincères chez ProDrive, et il ne s'attendait pas à ce que le truc bascule du côté de Seb qui se dise bah, je reste du côté ProDrive. Maintenant, moi, les amitiés pilotes français avec des écuries anglaises, j'en pense ce que j'en pense. Oui, oui, non, mais vous parlez de. Oui, oui, tu peux. Il y a plein d'exemples, hein. Mais bon, en tout cas, le Dakar, ça reste. J'ai trouvé cette année que c'était vraiment génial. Blague à part, parce qu'en fait, on retrouve déjà l'année dernière, mais après ces années d'Amérique du Sud
qui n'était pas forcément toujours très palpitante. Je trouve qu'on retrouve un terrain de jeu déjà qui est extraordinaire. Il y a des pilotes, tu as des pointures, ça se joue. Enfin, ça devient plus intéressant. On parlait de Formule 1, toi, mais j'ai trouvé plus de plaisir à regarder les résumés du Dakar qu'un Grand Prix. Un Grand Prix où Hamilton prend un tour à tout le monde. Là, les mecs, ils se tapent des spéciales de 500 bornes et à 5 secondes à l'arrivée, c'est un sprint. C'est devenu un sprint énorme. Et c'est dommage parce que Loeb a une vraie vitesse de pointe. Tu vois. C'est sûrement peut-être même, franchement, de tous les pilotes du Dakar, c'est peut-être le plus rapide avec Alatia, je pense. Mais les autres, ils sont plus malins, quoi. Peter Hansel sera toujours plus malin qu'un Loeb, et puis surtout plus expérimenté, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, ça serait beau voir Loeb gagner le Dakar, mais j'ai pas l'impression qu'on voit ça un jour. Mais bon. Et puis, Mickaël, tu veux rajouter quelque chose? Non, je disais effectivement que ce serait cool qu'il le gagne. Maintenant, c'est vrai qu'il continue quand même de faire pas mal de petites choses aux alentours. Notamment, là, maintenant, son engagement au Extreme E, là, la nouvelle épreuve, qui est quand même plus des temps scratch qu'une véritable course d'endurance dans le désert. Donc, à voir si ça lui amène une expérience. Voilà, oui, aussi, oui. À voir si ça lui amène une réelle expérience ou justement ça risque de l'induire en erreur par rapport à une véritable course avec ProDrive, quoi. Moi, je veux rajouter un petit truc pour la conclusion, c'est que si on réfléchit, les endroits où Seb il a été 9 fois champion du monde, c'est avec un gros à côté. Mais par contre, les autres trucs, il a bien marché, mais il n'a jamais été champion du monde. Et alors, après, il a quand même fait des magnifiques 24 heures du Mans quand même. Ouais, enfin, il n'a pas gagné. En WTCC, il s'est défendu. Bon, il n'a pas été champion, il s'est défendu, on va dire. C'était pas ouf, mais c'était pas ridicule non plus. C'est un autre métier, quoi. Mais d'ailleurs, il expliquait très bien tout à l'heure. WRC Dakar. WRC, il avait un Danos qui bossait les notes à la perfection. C'était une musique. C'est un truc où tu connais le virage d'après. Si tu as un bon copilote, tu vois, ça marche très bien. Le Dakar, aujourd'hui, ils ont le roadbook le matin. Et c'est absolument pas le même métier, quoi. Et c'était peut-être ça le problème aussi d'Elena, c'est que en fait jusqu'à l'année dernière, il pouvait bosser le roadbook la veille, un peu comme il faisait en WRC, c'est-à-dire il bossait. D'ailleurs, c'est ce qu'explique Loeb dans son interview sur le Dakar. Elena, il bossait le soir 2 fois plus que les autres, tu vois. Parce que il avait envie d'apprendre, etc. Il pouvait prévoir un peu le terrain, entre guillemets. Mais après, la navigation pure et dure dans le Dakar, c'est un autre métier et c'est des vrais navigateurs. Donc voilà, peut-être qu'il a peut-être pris la bonne décision, mais pour autant, je pense pas que ça suffise, quoi. Donc il va falloir prendre d'autres décisions, toi, s'il veut gagner le Dakar. C'est clair. Qui vivra verra. Bon, mes chers amis, nous allons conclure sur ces paroles profondes, c'est-à-dire espérons que notre ami Hamilton ne nous endormira pas en étant tout le temps en tête et espérons que Sébastien a pris la bonne décision en virant notre ami Danos. Je vous embrasse très fort et puis on verra si on se dit un petit mot. On fera peut-être une émission qui ne parlera pas de sport la semaine prochaine, mais on se mettra un petit mot sur le premier Grand Prix de F1 quand même. Quand même, un petit retour. On verra comment ça s'est passé, oui, effectivement. On a dit des bêtises ou pas. Je vous embrasse à tous. Bye bye. Salut. Ciao. Salut. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story, et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.